Depuis le temps que l'on entendait parler du Grand Nord, on s'est dit qu'il était temps d'avoir le courage de nos envies. Et c'est comme ça que l'on s'est décidé à préparer ce voyage qui nous a réservé plus d'une surprise. On s'est fixé comme destination Porjus, en Laponie suédoise, à 3500 km de la maison. On voulait y déposer de la nourriture pour entamer un parcours qui nous permettrait de réaliser une grande boucle. Comme c'est beaucoup de route, on a prévu de faire une pause d'une journée à Arvika Kanot. On part toujours en autonomie complète et cette fois, nous nous sommes préparés pour une durée de 3 mois. On ne va pas refaire les mêmes images que l'an passé puisque c'est toujours le même trajet avec un ferry qui nous fait traverser la Baltique en nous offrant un bon moment de repos. Cette année, en posant les pneus sur le sol suédois, mon père, il aurait bien voulu être accueilli avec quelques bisous. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire l'esprit, même si c'est les vacances. L'an passé, j'étais encore trop petite, mais cette fois, je suis certaine qu'il me sera possible de faire le parcours d'Acrobranche d'Arvika Kanot. On aime cet endroit parce que c'est d'ici que nous sommes partis pour nos précédents voyages en canoë et que l'on a toujours été bien accueillis par Luc et son équipe bien sympathique. Pendant que je grimpe aux arbres avec Sarah, il faut que je vous explique que c'est la première fois que l'on se rend dans le Grand Nord et que cette région nous est totalement inconnue. On a beau avoir lu un tas de livres sur cette région du globe, on embarque avec nous une certaine naïveté qui ne nous empêchera pas d'être réalistes en cas de besoin. Toute la nourriture a été préparée à la maison et l'on a prévu d'en déposer la moitié à un endroit stratégique de notre parcours en canoë. La Laponie, c'est le pays des Samis. C'est une région qui s'étend de la Norvège jusqu'en Russie, en passant bien évidemment par la Suède et la Finlande. Pour s'y rendre depuis Arvika, il nous faut encore supporter 2 jours sur la E45. C'est une route qui traverse 1000 km de forêt et tout au long de laquelle on se rend compte, kilomètre après kilomètre, que l'aventure commence. Il suffit de constater que l'on ne croise pas grand monde sur cette route interminable et qui offre une voie unique en direction de la Laponie, qui reste le paradis des camping-cars, des rennes et des lignes droites infinies. C'est aussi un endroit où la météo exprime toutes ses possibilités, pendant que les animaux nous surprennent de leur présence soudaine mais espérée. On vient aussi pour voir des animaux sauvages parce qu'avec notre caractère civilisé, cela devrait ravir nos envies d'authenticité. Cette région se situe en majorité au-dessus du cercle polaire arctique. Le cercle polaire, c'est un parallèle qui détermine un endroit du globe où le soleil disparaît en hiver. C'est la nuit polaire. Et où il ne se couche plus en été, c'est ce qu'on appelle le soleil de minuit. Les territoires au-dessus de ce cercle arctique sont peu habités et les conditions de vie y sont très différentes des régions confortables d'où l'on vient. Comme on est en Suède, c'est aussi une zone géographique où vit le peuple Sami. C'est un peuple très ancien qui compte aujourd'hui à peu près 130 000 personnes. Voici le parcours que nous effectuerons cette année. Il ne sera pas celui que l'on a prévu, mais nous le réaliserons dans la plus belle partie de notre projet, au milieu des parcs nationaux suédois, celui du Mudus, du Sarek et du Stora Djurfallet. Il se résume en un aller-retour qui nous mènera jusqu'au pied de la plus grande montagne de Suède et nous ramènera à notre point de départ, Porjus. Nous aurons aussi 3 portages à réaliser sans que cela ne nous inquiète. L'an passé, nous en avons effectué 18. On sait qu'il y a des rapides à franchir, mais comme on reste lent à réfléchir, au diable les inquiétudes inutiles. On pensait trouver un camping à Porjus pour préparer notre départ en canoë, mais c'est un orage monstrueux qui nous a accueillis. En plus, on était vraiment surpris qu'il fasse si froid, alors que nous étions au mois de juin, à l'aube de l'été. Nous nous sommes alors installés sur un des nombreux parkings qui jalonnent les routes de Laponie, pas très loin d'une rivière qui nous fournirait de l'eau douce, et durant 2 jours, nous avons compris qu'il serait impossible de réaliser notre boucle et de se croire en vacances. Il nous fallait accepter que nous avions eu les yeux plus gros que le ventre.
Et puisque l'on parle d'estomac, il s'agissait aussi de reprendre nos habitudes culinaires. Et c'est bien à l'abri de l'orage impressionnant que nous avons préparé nos premiers pancakes. C'est aussi bon pour notre morale qui avait été sérieusement atteint, puisque l'on n'hésitait pas à se demander franchement ce que l'on était venu faire ici, au milieu des moustiques et des cadavres inattendus. Arrivé le dimanche soir, c'est seulement le mercredi matin que nous avons rejoint le canoë que nous avions déposé à l'endroit déterminé pour embarquer dès que possible. Le solstice de juin venait d'avoir lieu et il était temps d'abandonner la voiture exactement une semaine après notre départ de la maison. Il ne nous restait plus qu'à préparer le chargement du canoë et c'est dans une certaine concentration euphorique que nous avons pris le temps de retrouver nos repères et cette organisation qui n'appartient qu'à notre duo que l'on aime définir en tant que super vagabond. Une nouvelle bâche a été fabriquée à la maison afin que je puisse être bien à l'abri de la pluie et tenir bien au sec tout notre matériel vidéo. C'est au pied d'un héliport que nous avons décollé dans le bruit dément d'un moteur enragé alors que nous attendait une Laponie si silencieuse. C'est le départ, bien à l'abri du vent qui nous attend, pour une discussion de quelques heures de pagaie et dont le but reste de nous faire entendre que l'on est parti. En route pour notre premier bivouac avec toute la charge de nos émotions personnelles et communes. Super Vagabond reprend le chemin de la curiosité qui nous mène à vouloir y voir plus loin que le bout de notre nez. Ce qui nous attend tout au long de ce temps passé ensemble, c'est l'exploration du lien qui nous unit et qui révélera toutes ses facettes, au cours des efforts communs que nécessite un tel parcours. Ces moments ne sauraient s'expliquer. Ils ne sont que la poésie de la vie qui existe dans l'instant de vivre libre et heureux. Un vent de face arrivant du nord-ouest nous a contredit durant les 9 km qui nous séparaient de notre premier bivouac, celui qui ouvre, de manière officielle, le départ de notre autonomie. C'est aussi une journée à retrouver nos habitudes, nos places dans le canoë, nos sensations de navigation, notre organisation complémentaire, tout en laissant notre complicité faire le reste. Chacun a son rôle à remplir et cela nous permet de savoir que l'on peut se faire confiance. Ça commence à faire quelques années que nous voyageons tous les deux et cela crée entre nous une relation unique dans laquelle nous avons tous les deux nos responsabilités et je me rends compte que grandir, c'est en avoir toujours un peu plus. Une réserve de nourriture pour une durée de 3 mois a été préparée à la maison. On emporte dans le canoë seulement 70% de ce stock puisque l'on a raccourci le parcours qui était prévu. Après une journée à naviguer et vivre dehors, on raffole de ces moments où il est temps de trouver une place pour la tente, qui sera le moment d'un bivouac, l'endroit de souvenirs communs parfois inoubliables. Un renard polaire en tenue d'été est venu nous signifier que l'on devait se trouver sur son territoire. C'est ainsi que nous l'avons laissé renifler tout ce qui lui semblait bon d'être aimé. Le renard semblait n'avoir peur de rien, tout en restant à l'affût du moindre bruit suspect que nous pouvions émettre. On avait bien besoin d'une telle rencontre pour rebooster notre confiance qui en avait pris un coup ces derniers jours. Ses pattes silencieuses dans le sable le définissaient comme invisible. Il aurait suffi de fermer les yeux pour ne plus se rendre compte de sa présence. On s'est laissé apprivoiser par ce maître des lieux malin et rusé, en comprenant qu'il faudrait en faire tout autant durant les semaines à venir. Puis à un moment, il s'est éloigné avec la même discrétion qu'à son arrivée. Il avait fini de nous dire ce que nous venions d'écouter. Comprenant que rien ne serait facile, et sans encore avoir mesuré l'entière réalité d'un tel périple, la nature elle-même nous aura fait entendre qu'il fallait mieux s'adapter à tout ce qu'elle semblait nous proposer. Le Grand Nord venait encore de chambouler nos émotions, et l'on commençait juste à découvrir de quoi il reste capable, éclairé par un soleil qui ne se couche jamais. Il était temps de dormir dans une nuit qui a entièrement disparu. Quel rêve allions-nous faire sans obscurité ?
Dès le lendemain matin, ce sont deux rennes qui nous feront sortir de la tente avec leur bruit de sabots qui font splouch splouch et qui s'enfuient quand ils comprennent que nous sommes humains. Dans le monde animal, le genre humain n'a pas de bonne réputation. On les laisse filer sans oublier que les intrus, c'est nous. On est un peu vexé de constater que l'on dérange, alors que notre présence pourrait se justifier par deux mots, vivre et savourer. On prend toujours une journée de repos après une journée de navigation et on espère toujours que le temps sera suffisamment ensoleillé pour pouvoir profiter de la journée et recharger les batteries du GPS, de la tablette, du téléphone, de l'appareil photo, de la caméra et d'un lecteur MP3. Quand il ne pleut pas, on s'invente des jeux qui nous dégourdissent les jambes et permettent d'observer le temps qui passe. Vivre ainsi dehors, c'est offrir à notre relation l'opportunité de cultiver notre lien qui n'est plus influencé par les contraintes du quotidien. On se sent libre de se dire les choses, d'en rire ou d'en pleurer. L'essentiel, c'est ce partage qui établit une confiance familiale. Au fil de nos voyages, on apprend et on grandit ensemble. Cette année, la nouveauté, c'est l'araignée. C'est comme ça que l'on nomme le sac à dos qui a été transformé en clé de portage et harnais de tirage avec toutes ces sangles qui font les pattes. Elle permet de porter les gros sacs plus facilement et puis surtout, ça va nous aider à tirer le canoë durant les portages. C'est toujours satisfaisant d'améliorer son matériel et de profiter de son efficacité en se disant toujours combien on aurait dû y penser avant. On file pour notre second bivouac et on s'efforce de garder la même discipline dans notre organisation. C'est le meilleur repère que l'on puisse avoir dans toute cette liberté. Ça paraît simple de parler d'un bivouac que l'on monte et que l'on démonte, cependant, il faut dire que cette opération nécessite quelques heures. Avec notre grande tente, le matériel et toute notre nourriture, le poids total dépasse les 200 kg. C'est essentiellement à manger. Donc plus on avance et plus le canoë s'allège de ce que l'on mange chaque jour. En route pour une navigation contre le vent et des petites vagues qui cassent l'allure du canoë, mon père dit toujours que c'est une bonne discussion avec le vent qui nous attend. On part pour une dizaine de kilomètres, rejoindre un îlot d'à peine 3 km. Depuis notre départ en canoë, il fait plus froid que l'idée que l'on en avait. Le soleil ne fait que de la lumière et c'est le vent qui détermine la température qu'il fera chaque jour. Il faut rester bien couvert du matin au soir, sinon le froid épuise notre énergie et l'eau reste si glaciale que l'on pense bien que tomber dedans serait dangereux. Et comme il vaut mieux tard que jamais, on s'est réjoui d'être venu jusqu'ici pour comprendre un peu mieux la difficulté de notre propre voyage. Le camp, le bivouac, ça reste un moment où tout est rassurant. Parfois rien ne bouge et il suffit de s'y enfermer dedans pour sentir la protection qui nous fournit. On y récupère toute notre énergie et c'est bien plus qu'une simple tente, qui semble accoucher de nous chaque jour. Elle est le refuge de nos nuits noires, blanches et ensoleillées. Nous sommes fin juin et en cette période, il n'y a plus de nuit et même si l'on sait que c'est le soir, il est parfois difficile de croire que c'est l'heure de dormir. Le lendemain de notre arrivée sur cet îlot, c'est la première fois que l'on constata l'absence totale du vent et on avait bien fait de s'embêter un peu en installant la tente à l'ombre. Cette fois, on a vu le thermomètre monter jusqu'à 35 degrés alors que l'eau reste si glaciale, qu'il est difficile de s'y laver dedans. On profite de cette chaleur fragile parce qu'à la moindre brise qui nous traverse, c'est le froid qui nous saisit. Il reste toujours possible de faire du feu avec le bois flotté qui se trouve partout. Ça permet d'éloigner les moustiques et se réchauffer le moral. On venait aussi de comprendre que l'on n'avait pas assez pris de nourriture avec nous. Il fallait aller chercher le reste du stock qui se trouvait dans la voiture. Il n'y avait qu'une quarantaine de kilomètres à faire, alors en début d'après-midi, nous avons embarqué vers Porius, pour un aller-retour qui se terminera aux alentours de minuit dans la satisfaction mutuelle d'avoir accompli notre objectif. Nous ramenions avec nous la totalité de la nourriture parce que nous ne voulions pas avoir à le regretter en cas de manque. Le lendemain de cet effort physique intense, c'est un curieux qui est venu à notre rencontre. Frédérix, un Sami sympa, qui a aperçu notre tente et s'est demandé ce que l'on faisait là. Ils ont discuté en anglais pendant 1 heure et je me demande bien comment mon père,
ne s'est pas gelé les pieds. En tout cas, ils avaient l'air de bien se marrer. Alors avant qu'ils partent, on lui a offert du chocolat et nous l'avons regardé zigzaguer avec son bateau en écoutant le bruit de son moteur s'éloigner. Le reste de la journée se passe à profiter de cette chaleur intense pour s'asperger d'eau glacée, en se rendant compte qu'il sera difficile de faire ainsi chaque jour sans l'aide du soleil. Ce que l'on aime beaucoup en Laponie, c'est qu'à n'importe quel moment, un animal sauvage peut surgir et nous surprendre. À chaque apparition, tout se fige et notre sens de l'observation se met en marche, et c'est seulement quand il a disparu que l'on se rend compte que l'on ne faisait plus attention au temps qui passe et à tout ce qui nous entoure. En route pour le 3e bivouac, on a refait le plein de confiance et ce sera la seule fois que le vent nous aidera à avancer. Toutes les autres navigations se sont faites contre lui. On a repéré un autre îlot sur lequel nous comptons bien trouver un bivouac et comme ce sont nos premières navigations dans le Grand Nord, on découvre que le vent est parfois d'une puissance redoutable. Ici, le vent n'a pas la même consistance qu'en Bretagne. Il discute avec un franc-parler qui ne laisse pas de place à la mauvaise foi. On a tenté autant que possible de céder des vagues, mais notre direction nous obligeait à devoir parfois les prendre de travers. Malgré tout, on aime naviguer dans ces conditions un peu rock'n'roll qui donnent à nos journées un vrai goût d'aventure. On sait déjà que la récompense du soir, c'est le bivouac que nous allons monter et qui nous permettra de bien manger, de bien se reposer et ainsi de récupérer toute notre énergie. Ce jour-là, le vent était si fort que c'est la première fois que nous n'avons pas réussi à monter la tente à l'endroit que l'on avait choisi. Il aura juste suffi de reculer de quelques mètres pour trouver l'endroit idéal et pouvoir profiter dès le lendemain d'une journée de repos dans une météo clémente. Le papier toilette est mis sous vide à la maison, ça le protège parfaitement, tout en nous faisant gagner beaucoup de place. Pendant les journées de repos, on prend toujours un peu de distance avec l'autre. On est déjà tellement ensemble qu'il faut faire attention à ne pas embêter l'autre avec sa présence. Ça peut paraître étrange de dire ça, alors que nous sommes père et fille, mais je n'appartiens pas à mon père et c'est réciproque. Je crois bien avoir essayé tous les jours de me baigner et pourtant, je n'ai pas réussi une seule fois à me croire à la piscine. Durant ces journées, chacun fait un peu ce qu'il veut. On peut écrire, on peut lire ou ne rien faire du moment que chacun apprécie ce qu'il fait. Ça restera une bonne journée. On peut aussi écouter de la musique et parfois le soir, avant de dormir, on regarde un film sur la tablette. Après une seule journée à se reposer, on a déjà envie de repartir parce que l'on sait que l'on va croiser des animaux et que c'est toujours en avançant que l'aventure prend du caractère. Un pigargue à tête blanche nous aura contournés avant de se reposer sur l'arbre d'où il venait. Nous sommes les intrus dans cette Laponie si silencieuse. On croise des rennes aux pieds bicolores et l'animal maintient une distance incompressible. Ça nous donne le sentiment de déranger, alors on n'insiste pas et on repart à la recherche de notre bivouac. On commence à comprendre que l'on ne croisera pas grand monde sur l'eau, même pendant notre journée de repos, on ne voit personne, ni de loin ni de près. C'est l'étrange sensation de se sentir si seul dans un espace aussi grand. Le vent maintient les températures fraîches et l'on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse si froid. On s'adapte avec plaisir à cet imprévu qui reste la preuve d'une certaine naïveté de notre part. Il est toujours facile de tout dramatiser, mais comme on n'a pas le goût du malheur, on préfère prendre les choses en dérision. On fera le tour de notre îlot pour se mettre en appétit et c'est tout au long du repas que nous commencerons à parler des rapides et de ce portage qui nous attend le lendemain. La météo nous surprend par son instabilité, le temps change tous les quarts d'heure et l'on aime se dire que la météo du Grand Nord reste bipolaire. En une journée, on trouve de tout au programme. Vent, pluie, soleil, nuages, grêle. On a parfois le sentiment de faire une formation en météorologie.
en route pour ce portage qui nous réservera plus d'une surprise. C'est en arrivant au pied des rapides que nous avons eu la prétention de vouloir passer au travers. Cela aura failli finir par une belle cravate, après être passé par une grosse frayeur. On a cherché un passage pendant 3 heures, alors que la solution était juste devant nous. Sur l'autre rive se trouvait un grand nombre de bateaux qui ont attiré notre curiosité. Et c'est en s'approchant du bord que nous avons découvert ce qui nous semblait incroyable. Une voie ferrée permettant aux bateaux de traverser les rapides sur la terre ferme, au moyen d'un chariot bricolé. Alors, après avoir parcouru à pied l'unique kilomètre de cette voie, on était sûr que c'était le bon chemin. On a donc engagé le portage. On évite de se presser, ce serait une erreur de débutant. De toute façon, notre voyage a déjà bien commencé et on ne tient plus compte des heures qui défilent. On se sent libre d'agir comme bon nous semble, en ne tenant compte que de nos besoins du moment. La liberté ne s'achète pas. Sa valeur ne réside que dans l'effort fourni pour en percevoir la saveur. On a le sentiment d'être les premiers vagabonds à emprunter ainsi cette voie. Et c'est bien dommage, parce que l'on a en horreur l'idée qu'il faudrait être les premiers à faire un périple pour mieux en savourer la satisfaction. Mais quand les aventuriers descendent de leurs grands chevaux, ils ne rencontrent que la terre ferme. Allez, trêve de révolution et en route pour un portage original, puisque l'on a déniché un vélo bricolé qui devait être censé nous aider à tirer le chariot, seulement le poids du chargement a rendu inutile son éventuelle efficacité. On l'a quand même utilisé, puisqu'il fallait bien qu'on le ramène à l'endroit où on l'avait emprunté. Vouloir vivre dans la nature sauvage n'empêche en rien une certaine forme de politesse. Et même pendant ce petit kilomètre, on a déraillé plus d'une fois. Durant la reconnaissance à pied, on a vu un canoë dont les blessures ne laissaient aucun doute sur une cravate. Pour nous, c'était encore là un signe à ne pas négliger. Nous avions fait le bon choix. On a profité du moment pour faire des images originales et ainsi mieux partager nos souvenirs. Il faut savoir que faire des images, ça prend beaucoup de temps. Il faut que j'aille placer la caméra, que je revienne dans le cadre et après avoir fait l'image, il me faut encore aller rechercher la caméra, tout ça en tenant compte des conseils de mon père. Alors pour ceux qui n'imagineraient que je ne fais que suivre, il est préférable de savoir que je commence à bien connaître mon sujet. On savait déjà que l'on n'oublierait jamais un tel portage. Sans jamais savoir ce que nous réserve le quotidien de notre aventure, on a bien conscience qu'une telle journée remplie de doutes et d'incertitudes, nous l'avons particulièrement appréciée. On filait le long de ces rapides que l'on avait cru impossible à franchir et l'on se rendait compte que la vie ne prévient jamais des surprises qu'elle nous offre. On savait déjà qu'à l'arrivée de cette voie, il nous faudrait ressortir toutes les affaires du canoë pour le remettre à l'eau et tout recharger, et enfin partir à la recherche de notre bivouac. Quand on regarde un film, il est difficile de se rendre compte du froid, de l'humidité, de la pluie, du vent, des moustiques et de la sueur qui nous accompagnent toute la journée. Il nous aura fallu plus de 2 heures pour franchir ce petit kilomètre. C'est certainement dû au fait d'avoir fait toutes ces images et de ne jamais se sentir pressé. Pourquoi faudrait-il aller toujours plus vite ? Quand on aime ce que l'on fait, on prend le temps de le vivre. Nous voilà au bivouac que nous avons déniché grâce au GPS, puisque le brouillard ne nous permettait plus de voir suffisamment les berges pour choisir un emplacement. Ceci dit, à chaque fois que nous avons accosté pour trouver une place, on s'est retrouvé sur un sol si spongieux qu'il n'était pas raisonnable d'envisager un bivouac dans de telles conditions. C'est quand on a vu sur le GPS qu'il y avait un petit village sans nom que l'on a décidé sans hésiter de s'y réfugier. Nous restons exigeants sur nos conditions de bivouac parce que la météo nous harcèle de ces pluies massives, abondantes et surtout capables de durer des heures entières sans que la mélodie sur la toile de tente ne nous fasse entendre un seul bémol. Et pourtant, il faut bien aller aux toilettes.
On se confine pendant 2 jours dans la tente qui prend parfois des allures de squat. Et je commence à comprendre que ce bruit de pluie sur la toile deviendra une Madeleine de Proust. Dès que le temps se dégage, on en profite pour vider nos poubelles que l'on traballe avec nous. Inutile de vous dire que l'on aurait vraiment mauvaise conscience à laisser nos déchets de plastique ou d'aluminium sur place. On n'est pas dans l'Himalaya. D'ailleurs ici, la foule ne se bouscule pas. On repart le matin du 3e jour avec un vent de force 4, un peu de travers et qui se calmera tout au long de la journée, mais on sait parfaitement qu'il reviendra tôt ou tard. Regarde, tu vas trop vite. Les montagnes commencent à nous entourer de toutes parts et l'eau que l'on boit nous semble être de la neige fondue au goût de cristaux. On naviguera toute la journée dans une bonne humeur en pensant trouver un bivouac sauvage. Une fois de plus, c'est en voyant des traces de civilisation que notre direction s'est décidée. Il y avait là, au pied du Lulebjergkave, de quoi se sentir rassuré et en sol dur. On posera la tente sur une plage de cailloux à 50 mètres d'un parking d'autocar qui amène là les randonneurs pour effectuer la traversée du lac sur un petit bac. On ne se doutait pas que le lendemain de notre journée de repos, le vent et la pluie nous bloqueraient durant les 3 jours suivants. Après 4 jours au même endroit, dont 3 jours sous la tente, on ne tenait plus sur place. Il fallait partir. On sait qu'il y a un sacré vent qui nous attend, mais on se sent prêt et confiant. On rumine notre départ depuis plusieurs jours, alors cette traversée, on l'a déjà faite plein de fois dans notre tête. On se sentait prêt à affronter notre impatience dans un vent qui nous aura tout simplement terrifiés. Une fois arrivés au milieu du lac, nous nous sommes retrouvés dans un couloir de vent avec des rafales tellement puissantes qu'il était impossible de pagayer correctement. Nous nous sommes contentés de nous réfugier dans la première crique que nous avons trouvée. Il s'agissait de calmer nos esprits, de se sécher et de ne pas prendre de risques inutiles. Et c'était toujours mieux que d'être resté sous la tente une journée de plus. On terminera cette journée vers 2h du matin, complètement trempé par la pluie, après avoir attendu une accalmie pendant 6 heures. On avait juste parcouru 15 km, mais il reste pour nous certainement les plus difficiles que nous ayons à faire dans toute notre vie de super vagabond. Nous voilà au bivouac, qui est aussi le point de départ du second portage et qui se situe à la moitié du parcours. Complètement aveuglé par le brouillard, on l'a déniché avec le GPS et c'est un lieu abandonné qui semble être un refuge pour les chasseurs. On va rester ici le temps nécessaire pour découvrir quelle est la meilleure option pour le portage. Soit on passe par la route, soit par la montagne. Nous prendrons le temps de parcourir à pied les 2 options dans un vent de nord-ouest complètement déchaîné. On a fabriqué un anti-moustique à l'efficacité redoutable avec une vieille casserole trouvée sur place. On pouvait observer les moustiques faire demi-tour pendant que l'on réfléchissait à notre progression. La Laponie est belle de ses lumières insoupçonnables, de son sens religieux et de l'intimité qu'elle nous offre. On se sent vraiment différent de tous ces gens qui défilent en camping-car et qui ne sortent même pas de leur véhicule quand ils se garent pour la nuit. On préfère rester sur notre rive, seulement accessible par l'eau, et trouver une autre solution que la route pour le portage. Nous ne voulons pas devenir un spectacle pour touristes. On restera 3 jours à se balader et on croisera un renne qui nous semble avoir mérité un prix de beauté. Avec ses bois de velours, il est apparu aussi soudainement qu'il a disparu dans la forêt. On s'est amusé à visiter l'autre rive et naviguer dans un vent complètement délirant. Il s'agissait aussi de préparer le second portage qui devait passer par la montagne. À nous d'installer des madriers qui nous serviront à franchir 5 ravines tout au long de notre parcours. Voilà pourquoi les portages existent. C'est dans le lac qui se déverse que nous comptons naviguer dans les prochains jours. La cascade est impressionnante. Les gouttes d'eau virevoltent tout autour de nous et le bruit reste infranchissable, tout comme ce vent du nord-ouest qui siffle avec force dans nos oreilles et nous oblige à devoir crier pour se parler. Le vent rayonne et c'est impossible d'y échapper. On s'interroge pour la suite parce que l'on sait que notre prochain bivouac se fera dans un couloir de vent. On attend qu'il se calme pour faire le portage, mais l'on se doute qu'à un moment, on n'y échappera plus. Après avoir passé quelques heures à se saouler de vent,
On est revenu à notre camp sans se douter que le lendemain serait la journée idéale pour engager le portage. Le vent avait complètement disparu et le soleil semblait vouloir nous considérer comme des merguez. On n'a pas hésité plus longtemps que le temps du petit déjeuner, et c'est au matin du 4e jour sur ce bivouac qu'il était temps de rejoindre le suivant, distant de 2 km. Comme on sait parfaitement ce qui nous attend, cela nous permet d'être concentrés sur l'effort et on a même déjà repéré des endroits sympas pour faire des images de ce portage. On se prépare consciencieusement, surtout quand l'on va pouvoir se servir de l'araignée en mode harnais de tirage. C'est la première fois qu'on l'utilisera en conditions réelles. Mon père dit souvent qu'il aurait dû y penser l'année où nous avons fait 18 portages parce que ce système s'est révélé être d'une redoutable efficacité. On laisse bien sécher la toile, on met le chargement à l'ombre et on revient plier la tente pour enfin démarrer ce portage qui ne laisse rien au hasard. Le rythme est lent parce que le chargement est lourd et que la montée est redoutable. Mais quel plaisir d'être là, dans la nature, à savourer cette liberté dont la saveur ne dépend que de nous, de nos décisions et des actions qui s'ensuivent. On avance au rythme des obstacles et des zones d'ombre dans lesquelles on fait toujours une pause. Mais n'allez pas croire que c'est facile, bien au contraire. C'est un effort monstrueux qui va durer toute la journée au milieu des moustiques qui se déchaînent quand le vent est absent. Pour franchir les ravines, on enlève les sacs les plus lourds et on tente de passer sans tout fracasser. C'est un jeu d'effort, de patience et de débrouillardise, mais aussi de complicité et de solidarité. Voici le genre d'obstacle que l'on s'amuse à franchir ensemble, tout en sachant bien que tous les efforts que l'on fait pour avancer nous permettront d'en tirer un sentiment de satisfaction incroyable. Comme c'est toujours plus facile à plusieurs, je n'hésite pas à aider mon père. C'est aussi comme cela que j'apprends un tas de choses auxquelles je n'aurais sûrement pas pensé à mon âge. C'est un apprentissage de la liberté, et c'est notre confiance mutuelle qui nous permet de compter l'un sur l'autre. J'ai aussi commencé à comprendre qu'à mon âge, c'est à moi de décider ce que je veux faire de ma liberté. Mais je comprends aussi que mon âge ne permet pas encore de tout décider quand même. Alors, je continue d'écouter mon père, mais des fois, je lui tiens tête. Parfois ça passe, et d'autres fois, il m'explique les notions que je n'ai pas encore pour prétendre être une adulte. Grâce à ce qu'il me dit, je comprends que je suis en plein portage de l'enfance vers l'adolescence. L'essentiel, c'est que mes bagages ne soient pas trop lourds et que, quand ils le sont trop, j'ai toujours mon père pour m'aider. La seule chose qui pourrait nous faire craquer, ce sont les moustiques. On s'est enduit de produits anti-moustiques, mais la chaleur nous fait transpirer et emporte la protection. On fait aussi des images, sinon vous ne seriez pas là à nous regarder. Les sols sont parfois détrempés et il faut s'y mettre à deux pour garder la bonne direction de toute la charge. Ce harnais, c'est vraiment une réussite. Vous venez de voir en 3 minutes ce qui nous a demandé 7 heures pour faire 2 km. Mais peu importe. Franchir cette série de ravines aurait pu être un vrai cauchemar, mais comme nous l'avons bien préparé, tout s'est enchaîné comme on l'espérait, et malgré des passages vraiment acrobatiques, on n'a jamais regretté notre choix d'être passé par là. On savait aussi parfaitement que l'on reviendrait par là au retour, puisque l'on emportait avec nous la légère culpabilité d'avoir laissé ainsi les madriers. Sans eux, on aurait sûrement moins profité de ce portage dont l'arrivée se situe dans un couloir de vent, dont on se méfie un peu. Mais au moment de l'arrivée, on préfère se laisser envahir par le sentiment de satisfaction que cela nous procure d'en être arrivé là. Nous voilà installés aux portes du 3e portage et il ne nous reste plus qu'un seul barrage à franchir pour se retrouver dans la Cayor. C'est le dernier lac, celui où nous naviguerons devant le Haka, la plus haute montagne de Suède. L'endroit avait vraiment quelque chose de théâtral. On se retrouvait entouré de montagnes nous invitant, les unes après les autres, à les rejoindre dans des lumières qui te feraient penser que le céleste existe. La nature nous offrait un moment de toute beauté, d'un calme absolu et d'un silence total. La lumière inondait tous les espoirs que l'on avait pour la suite. On laisse nos silhouettes silencieuses défiler dans le paysage, comme pour mieux exister dans une nature qui nous dépasse, tout en diffusant cette beauté qui nous bouleverse. Le lendemain, on passe la journée à reconnaître le prochain portage sur un lac miroir.
On ne pensait pas que le temps aurait pu être encore plus calme que la veille. Pas un gramme de vent et des tonnes de chaleur. Ce genre de journée, on sait parfaitement les vivre. On profite de ce soleil pour dynamiser avec des rayons et on filme les reflets de nos illusions. On passera devant les rivières qui se déversent dans le lac et qui nous font rêver quand on imagine d'où elles viennent. C'est la neige des montagnes qui fond et arrive jusque-là. Cette eau est comme du cristal. On peut voir le fond jusqu'à une dizaine de mètres et c'est le sentiment de voler au-dessus d'une planète inconnue. On n'oublie jamais que la surface des lacs sont gelées plusieurs mois de l'année. Ainsi, on est certain de savourer l'instant. C'est à la fin de cette journée que le vent a fait sa réapparition. Il venait toujours du nord-ouest et notre tante lui faisait face. Avec une fierté qui a dû être prise pour de l'arrogance, parce que les 2 jours qui ont suivi, le vent s'est tellement levé que l'on a préféré prendre la décision d'attendre qu'il se calme. Sans la pluie, on pouvait tout de même profiter de notre environnement. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il devienne si fort. Le vent toujours, le vent tout le temps. Et en permanence, ça saoule l'esprit. La toile de tente claque sans cesse et nous réveille durant nos nuits sans obscurité. La nature nous offre une belle leçon d'humilité. On doit accepter ces conditions catégoriques et on peut à peine broncher quand il faut recoudre la tente malmenée par un vent que l'on affrontera le lendemain. C'est que faire du surplace devient vite insupportable. C'est le jour du départ et le vent reste déchaîné, à l'image de notre énergie du jour que l'on va user durant ce 3e portage. On n'a que 7 km à faire pour le rejoindre, mais le vent ne nous aura pas permis de faire la distance en moins de 4 heures. Le soleil nous dynamise de sa présence et ce n'est pas ce vent du nord-ouest qui va nous décourager. On sait exactement ce que l'on doit faire pour réussir ce portage et c'est comme ça que l'on peut rester concentré sur les efforts que demandent de telles journées. Alors, après une bonne discussion avec le vent et une petite embrouille avec la houle qui aura tenté de se prendre pour l'Atlantique, on a fait un accostage à l'arrache parce que le niveau d'eau était encore trop bas pour pouvoir débarquer dans des conditions idéales. Et comme il n'y avait personne pour s'occuper de nos bagages, on l'a fait nous-mêmes. Il s'agit encore de tout débarquer pour monter le canoë jusqu'à la route, tout recharger et avancer. Le terrain n'est pas facile. Les cailloux sont instables et se dérobent parfois sous nos pieds, puis ces allers-retours augmentent le risque d'une belle entorse. Cependant, tous nos portages sont gravés en nos mémoires comme des moments d'une vie inoubliable. C'est le sentiment d'être libre, volontaire, déterminé, acharné et pourtant raisonnable. On avance petit à petit au fil des heures qui défilent et nous importe peu. Seul le terrain, la géographie et l'instant de l'arrivée nous apparaissent comme importants. Le portage, c'est une philosophie de vie. Il faut se sentir libre pour décider son chemin et d'avoir le courage de sa trajectoire et de ses idées. Le seul prix à payer est celui de l'effort qu'il faut fournir pour pouvoir prétendre savourer la satisfaction d'avoir réussi un portage qui paraissait insurmontable. Et même si l'on s'était promis de ne plus en faire avant quelques années, on s'est vite rendu compte que cela nous manquerait et que cela devenait presque mesquin de vouloir faire un parcours en canoë sans aucun portage. Mon père charge méticuleusement le canoë et il me surprend en m'expliquant que ce moment est pour lui comme une prière qui lui permet de préparer l'énergie qu'il va devoir libérer pour le faire avancer. J'ai remarqué qu'il parle parfois à notre canoë. Il sait bien qu'il n'aura pas de réponse, alors sans lui poser de questions, il lui fait toujours part de ses espoirs pour la suite. Quand l'arrivée approche et que la distance avec l'eau ne fait que se réduire, c'est comme une renaissance, un renouveau de ce que nous sommes. On a réussi et cela nous remplit d'une satisfaction que vous ne pourrez connaître qu'en réalisant vous-même des portages. Après quelques heures de pagaie, on s'est trouvé un bivouac qui nous réserverait une belle surprise. Installé sur une plaque d'argile un peu creuse et la pluie tombant sans cesse, le niveau d'eau est devenu si important que le sol devenait un matelas à eau. Ça commençait à rentrer dans la tente, il fallait agir. Alors nous avons creusé une petite tranchée au point le plus bas et chassé toute cette eau argileuse qui nous a rendu les mains bien douces. Pendant 2 jours, la pluie nous aura encore bloqués et
confinés sous la tente. Et cela commence à atteindre notre morale. Déjà que l'appareil photo a pris l'eau et qu'il ne marche plus, alors devoir rester à l'abri sans même pouvoir ouvrir ses portes. Tellement il pleut, c'est pas ce que l'on était venu faire ici. On encaisse cette météo difficile, imprévisible et sans pitié. Mine de rien, on commence à subir un sentiment d'agacement, mais on n'ose pas encore se le dire franchement, et l'on préfère se préserver et attendre que le temps se calme pour savourer nos navigations. La prochaine doit nous mener au pied du haka, et l'on se doute que cette vision sera grandiose. On regarde les orages passer en se laissant vivre au rythme de la météo qui change selon ses humeurs et influence les nôtres. Pendant 2 jours, on va dormir plus de 24 heures. On préfère se réfugier dans l'oubli du sommeil, comme pour mieux ne pas voir cette réalité qui réussit à nous atteindre. On se maintient en mangeant comme des ours et faire chauffer le pâté énaf est devenu quotidien. Ce repos nous permet de savourer la beauté de ces endroits, mais on a développé une méfiance envers la météo et désormais, on s'attend toujours au pire. C'est une belle leçon de vie que nous partageons ensemble, alors que chacun exprime son point de vue et ses rancœurs envers la météo, et comme nous sommes du même avis, cela établit entre nous une énergie positive et surtout déterminée. C'est la navigation que l'on attendait certainement le plus, celle qui nous rendrait le haka visible. Cette montagne était un sujet de discussion depuis notre départ, et nos rêves allaient devenir réalité. C'est durant cette journée que nous avons ressenti s'envoler tout le poids de la naïveté avec laquelle nous étions venus dans le Grand Nord. On réalisait que l'an passé, nos 18 portages c'était vraiment des vacances. Ici en Laponie, on vit une aventure que l'on est venu chercher, mais à laquelle on ne s'attendait pas. Il nous faut sans cesse s'adapter, et cela ne nous permet pas la saveur d'une pensée tranquille. On pourrait faire demi-tour et repartir à Porius, mais l'on sait parfaitement le goût d'inachevé que cela nous laissera. Puis, tout bien considéré, on se dit que ce n'est pas une pluie de plus ou de moins qui doit nous décourager. Alors, après avoir demandé à quelques mouettes ce qu'elles faisaient dans l'eau douce, on a tracé vers le haka sans aucune réponse, mais avec la certitude que l'on irait jusqu'au bout. Un vent de face nous a fait comprendre que cette montagne se méritait, mais à force de s'en rapprocher, le temps a bien voulu admettre que nous devions le mériter. Et c'est dans un calme apaisant que nous avons accosté juste derrière le haka et au pied de la montagne. On avait parcouru 22 km et bien dépensé notre énergie, mais rien ne permettait à la fatigue de nous emporter, tellement la lumière était captivante. On s'est installé face à la montagne, et après avoir fait un feu et mangé comme il se doit, on s'est laissé bercer par des lumières envoûtantes. Jusqu'au moment de se coucher, ce sont des masses nuageuses qui se sont succédées, mais l'on avait décidé que plus rien ne pouvait nous atteindre. On savait à quoi s'attendre, alors autant en profiter. Le lendemain, c'est un soleil parfait qui nous a proposé une nouvelle journée. On profite de cette aubaine pour mettre notre peau au soleil et recharger toutes les batteries. Le soleil attire les moustiques et les hélicoptères, donc on entretient le feu tout en profitant de notre vie de Robinson, puis on se détend sur le hakanapé, pendant que se repose le hakanoe, tout en observant les hakaribou. Ça nous fait bien marrer, alors on vous en fait hakado. Nous étions le 21 juillet et depuis la rencontre de Frédérix, le 26 juin, nous n'avions rencontré personne. Il est vrai que l'on ne s'attendait pas à cela, alors ce genre de journée, c'est l'opportunité de pouvoir réfléchir à ce qui nous unit alors que nous sommes si loin de nos repères. C'est le jour idéal pour aller voir le haka de face et tenter de se trouver un bivouac magistral. On aura même droit à des petites brises pour éviter de cuire en plein soleil. Le lac donnait le sentiment d'avoir juste décongelé et de ne jamais avoir connu le vent. On flottait sur un silence miroir et les éléments réunissaient toutes les conditions pour que cette rencontre avec le haka devienne inoubliable. La navigation s'est déroulée dans une plénitude que le Grand Nord nous avait cachée jusque-là. Pour nous, c'était comme si on l'avait mérité. Après tous ces efforts, la nature nous offrait sur un plateau le plus beau paysage de ce voyage. On glissait sur les reflets de nos illusions dans une réalité qui n'avait plus rien d'un rêve.
pendant que le soleil irradiait nos émotions du sentiment d'être en vie. Ce fut une journée solaire, tellement que la pleine lune est venue faire apprécier sa beauté juste au-dessus du haka. C'est dans ces moments qu'il vaut mieux se taire. C'est dans la matinée qu'un pêcheur est venu nous aborder, mais on avait vraiment du mal à le comprendre. Après avoir échoué sa barque et failli tomber à l'eau, il s'est mis à parler en anglais et on avait du mal à croire qu'il reviendrait. On pensait juste avoir eu affaire à un joyeux curieux. Mon père l'a aidé à remettre sa barque à l'eau et comme il était pieds nus, il s'est arraché un bout de peau. C'est bien la preuve qu'il faut faire attention à tout et ne jamais se précipiter. On passe cette journée à se reposer et laisser notre imagination se projeter sur cette montagne majestueuse. Elle nous fait rêver. C'est un peu notre Everest à nous. C'est au cours d'une balade en fin de journée que nous avons rencontré ce jeune renne au caractère curieux. Le temps que l'on fasse le tour de l'îlot où il se trouvait, nous nous sommes aperçus qu'il nous suivait en faisant toujours en sorte de nous avoir dans sa vue. La fin du lac était proche d'une vingtaine de kilomètres. C'était l'histoire d'une seule navigation pour en arriver à la moitié de notre trajet. Et l'on se sentait naturellement convaincu par l'idée de vouloir revenir plus vite à Port-Yous que l'on était venu jusqu'ici. Maintenant que l'on savait que l'on n'irait pas plus loin que le fond de ce lac, il était temps d'aller jusqu'au bout. Mais pour autant, pas question de courir et de se dépêcher, parce que du temps, on en a plein. On sait prendre le nôtre et même en donner, mais tout le monde n'est pas prêt à en recevoir. Chaque soir, un renne majestueux sera venu boire face à notre rive, même de loin, il semblait méfiant. C'est le lendemain que notre pêcheur favori est revenu avec le même enthousiasme que la veille et la réponse à toutes nos interrogations. Il nous apportait du poisson fraîchement pêché et on se sentait un peu coupable de s'être gentiment moqué de son comportement qui semblait bien être influencé par la colle. Cette fois, on s'est assuré qu'il n'échoue pas sa barque et comme pour mieux le remercier, on lui a rendu le cadeau en lui offrant 2 boîtes de pâté Enaf. Juste le temps de découvrir les poissons au fond du canoë, il avait disparu. On prévoit de les manger ce soir et durant cette journée bien ensoleillée, j'aurais encore essayé de me baigner, mais rien n'y fait, c'est vraiment trop froid. Même quand j'y reste pour m'y habituer, il arrive toujours un moment où je commence à grelotter, alors il vaut mieux sortir. C'est en fin de journée qu'un bruit d'eau impressionnant a capté notre attention. Une élan et son petit semblaient se diriger vers la tente, alors on a préféré se montrer plutôt que de les surprendre. On ne sait jamais comment vont réagir les animaux sauvages. Et je peux vous assurer que la taille de ces animaux est vraiment impressionnante. Alors on préfère ne prendre aucun risque et ne pas risquer de les surprendre. Pendant qu'ils se dirigeaient vers la tente, ils nous ont aperçus et ils ont fait demi-tour. Mais je crois bien qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir eu peur ce jour-là. Allumer un feu avec un allume-feu, ça fait toujours aventurier. Mais faut-il encore avoir choisi le bon amadou? Et comme c'était le cas, il n'y avait plus qu'à préparer notre repas devant le haka. En savourant notre dernière soirée, le lendemain serait la fin de notre progression. On arrivait au bout du lac, mais pas encore de nos illusions. Pour le moment, il était question de se rassasier comme des ours avec le cadeau inespéré de ce pêcheur inattendu, tout en envisageant la journée du lendemain. On s'est régalé de ces poissons inconnus devant la montagne silencieuse, puis on est allé se coucher, rassasié et prêt pour la suite. On entame aujourd'hui, le 24 juillet, la navigation qui va nous mener au fond du lac, sans trop encore savoir quel sentiment cela va nous procurer que d'y arriver.
Le vent s'élevait pour une bonne discussion, mais comme il commençait sérieusement à hausser le ton, on a préféré prendre le temps de se réchauffer auprès d'un feu plutôt que de devoir lutter par fierté. Il est préférable aussi de laisser passer les pluies vers lesquelles on se dirige. Quel intérêt d'arriver plus tôt si c'est pour arriver trempé comme des soupes. On n'a pas de rendez-vous de prévu et cette patience nous conforte dans l'idée de bien faire. C'est pendant ces pauses imprévues que l'on a sûrement les discussions les plus inattendues. On profite de ces moments pour bien prendre conscience que l'on est là, afin d'inscrire en nos mémoires des souvenirs précieux. Une dernière ligne droite bien mouvementée avant d'atteindre ce qui nous apparaissait comme une impasse. Arrivé au fond, on s'est fait méchamment ignorer par tous les pêcheurs qui étaient présents et qui semblaient vouloir nous faire comprendre par leur indifférence que nous n'étions pas les bienvenus. C'est pas grave, nous n'avons pas eu besoin d'eux pour en arriver jusque-là, et cela aura motivé nos envies de repartir. Il ne nous restait plus qu'à se reposer une journée et endosser l'état d'esprit du retour en se laissant bercer par le vent du nord-ouest. On n'aurait pas dû entretenir cette certitude. Le jour même du départ pour engager le retour vers Porrius, le vent s'est inversé. Il venait du sud, mais on était certain que cela changerait dans la journée ou au pire le lendemain. On avait décidé que l'on rejoindrait Porrius en faisant de longues navigations. Puis on ne pouvait pas ignorer que notre stock de nourriture ne nous suffirait pas. On avait mis 35 jours à atteindre le fond du lac. On espérait revenir en une quinzaine de jours. C'est au cours de ces 36 km à la pause casse-croûte que l'on a vu le temps devenir vraiment menaçant. Il était temps d'installer la bâche en guise de tarpe et d'essuyer un mémorable orage de grêle. Parfois tu as le sentiment que le Grand Nord te punit, mais tu sais pas très bien ce que tu as fait comme bêtise. Alors on encaisse et on le prend comme un défi. Rien ne nous empêcherait de parcourir la distance que l'on avait déterminée. Dans ces moments, on ne se dit pas grand-chose et on laisse la nature faire en pensant aux duvets bien douillés qui nous attendent pour la nuit. Le haka avait disparu dans le nuage de pluie et il nous fallait encore vider le canoë de toute cette eau bien mouillée. Il vaut mieux le prendre avec dérision, sinon ce serait certainement plus ennuyeux à gérer. On repart dans ces lumières étouffées, il est à peine 14 heures et la lumière nous semble déjà être celle du soir. On installera la bâche pour finir cette navigation qui sera perturbée par une sterne, pas très contente que l'on soit passé trop près de son lit. La fin de cette journée fut difficile puisque après 25 km, le vent s'est bien levé et comme il venait toujours du sud, il soulevait une houle qui nous empêchait franchement d'avancer. Il y avait encore 10 km à faire et j'en connais un qui avait du mal à l'accepter. Saloperie de vent du sud! Pas de vent pendant 3 semaines! Le seul jour où on va vers le sud, faut qu'il se lève! Il faut aussi dire que, juste avant de filmer sa colère, le manche de la pagaie préférée de mon père venait de se briser en deux. C'est sûrement cet événement qui a participé à fondre notre motivation d'être venu jusqu'ici. On garde le moral en s'acharnant à pagayer dans un froid qui ne nous permet pas de se croire en été. Après 10 heures de pagaie, c'est quand on a installé le bivouac que l'on s'est aperçu que, pour la première fois, les duvets avaient pris l'eau. Après avoir passé 2 heures à les sécher, on s'est écroulé. On prend une journée de repos pour récupérer nos forces et tenter de ranger le bordel qui règne dans nos têtes et notre environnement. À force de pagayer, j'ai des ampoules et en voulant rattraper la poêle encore trop chaude, je me suis brûlé le pouce. On va rester sur ce camp pendant 2 jours en espérant que ce vent du sud s'inverse. On trouve injuste de devoir entrer avec ce vent de face alors que nous lui avons déjà démontré que l'on pouvait accepter son opposition, qu'il semble vouloir nous faire subir. On prend des forces, on se repose, on soigne les bobos, on patiente, on fait sécher les affaires et parfois on rumine en observant les moutons qui confirment ce vent du sud que l'on maudit. On reste sur notre idée de faire des étapes longues et difficiles. C'est comme cela que l'on va trouver du plaisir dans ce retour à Porrius. La pagaie cassée, ça brise un peu le moral, mais on ne se laisse pas abattre. Pendant ces 2 jours de repos, on restera immobile en se préparant à la suite,
qui consistera à parcourir une distance de 35 km avec un portage. C'est en profitant de ces lumières nordiques et insoupçonnées que l'on se rend impatient de vivre une journée qui, on le sait, sera longue et vraiment fatigante. On a pris conscience que le Grand Nord reste un endroit difficile à vivre où la nature règne. Nous sommes insignifiants dans ces espaces sauvages que l'humain n'hésiterait pas à détruire s'il devait en tirer profit. Nous, on profite de cette leçon de vie que le Grand Nord nous enseigne et qui nous permet de se sentir vivants. Ces dernières vues sur le haka nuageux reflétaient parfaitement notre état d'esprit du moment. Le jour décidé du départ se fait dans un vent absent et sur un lac miroir. On espère que le vent du sud restera couché et qu'on l'aura dans le dos si l'île se lève. La lumière est métallique et les rochers si glissants que mon père n'échappe pas à une belle chute qui lui fera saigner le coude. Après ça, on sait déjà qu'il va falloir ralentir le rythme. L'ambiance est particulière, puisqu'il n'y a pas un bruit, pas une brise et certains nuages se posent sur le lac. C'est le sentiment de passer par là pour la première fois, dans un monde qu'on ne connaîtrait pas. Mais pour le moment, en route pour rejoindre un portage que l'on connaît déjà et qui pourtant nous réserve une chouette surprise. La pluie finira par nous rattraper, mais ça, désormais, on le sait et on ne bronche plus. Arrivé au portage, on sentait bien que l'on attirait l'attention, mais hors de question de demander quoi que ce soit, on préfère que ce soit sincère. Et c'est au moment de commencer à tirer le canoë que Hans nous a demandé si l'on souhaitait un coup de main. On n'en avait pas besoin, mais il semblait tellement volontaire pour vouloir nous aider que mon père n'a pas pu refuser. Et comme sa femme attendait son retour, ils se sont sentis obligés de se dépêcher, parfois au point de courir, puis je crois que mon père ne se doutait pas que notre bienfaiteur allait pousser aussi fort sur le canoë. Ils sont costauds ces Vikings. Pendant les pauses, ils en profitaient pour faire connaissance, et même si l'on apprend peu de choses les uns des autres, le peu que l'on apprend, on ne l'oublie pas. Sans son aide, on aurait mis 2 fois plus de temps, mais comme on en a plein, on aurait pu le prendre. C'est surtout que c'est très très rare de se faire aider ainsi au cours d'un portage. Les gens qui font cela n'imaginent pas combien il reste dans notre mémoire. Du coup, on n'oublie pas de le remercier sincèrement, en espérant aussi leur faire plaisir. On est heureux d'avoir rencontré un humain gentil et généreux. Ça nous rebooste pour la fin du portage et les 7 km de pagaie qui nous séparent du bivouac. Mister. It's a present. No. Okay. You and your daughter need this. Pleasure for me. We will finish in 1 week. It's finished. From France. Okay. From my region. Okay. Nice. Thank you. You too. From you too. Bye bye. Bye. Comme c'est le retour, la route est en pente et le canoë nous entraîne dans une course que l'on ne peut pas refuser, puisqu'elle nous entraîne vers la légèreté de l'eau. On se sent si libre de tout décider sans avoir rien à justifier. Notre objectif est commun et rien ne semble pouvoir faire vaciller notre détermination. On est heureux de mener notre petit bout de chemin dans cet univers infini sans queue ni tête, et notre progression se fait parfois dans un silence commun dans lequel chacun reste concentré sur ce qu'il a à faire. Sans notre frein, on ne pourrait pas bloquer le canoë dans ce genre de pente et l'empêcher de la dévaler. À ce stade, la neige et nos illusions avaient bien fondu et retrouver ce bivouac nous offrait la sensation d'un déjà-vu. Mais comme nos sensations se régénèrent chaque jour et que notre attention reste toujours à l'affût, on a encore profité de ces lumières grandioses pour voir les choses différemment. On restera une journée sur place à manger des myrtilles et à préparer le portage de 2 km et ses 5 ravines. Mon père a très mal au coude et l'on préfère aller se reposer dans un endroit qui n'est pas dans un couloir de vent. On sait qu'il reste encore 2 portages à faire, alors on évite de croire que c'est déjà fini, même si ce retour en arrière nous procure parfois un peu de nostalgie. Nous voilà au matin du 5e portage et mon père doit faire attention à ce qu'il fait. Son coude le fait souffrir et comme il peut compter sur moi, je l'aide autant que je peux. Je vois bien que l'énergie de ma jeunesse lui fait envie, mais je sais bien aussi
que sa détermination reste plus déterminée que la mienne. Il me dit souvent que c'est une question de vécu et je sais qu'un jour, j'aurai autant de détermination que lui, mais je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Notre amour ne réside pas seulement dans les bisous que l'on peut se faire ou dans les je t'aime que l'on n'oublie jamais de se dire avant de dormir. Notre amour, c'est aussi l'apprentissage de ma propre conscience à travers tout ce que me transmet mon père. Et lui, il m'explique combien il a changé depuis qu'il est mon père et tout le chemin qu'il lui semble avoir parcouru. J'ai toujours le droit de tout dire, c'est sûrement pour cela que je n'ose pas, mais la liberté ne se gagne pas, elle s'apprivoise. On s'abrite d'une pluie avant le départ et on retrace nos souvenirs du bout des doigts. En route pour un effort physique, ce portage, on l'a déjà fait et l'on sait à quoi s'attendre, mais rien n'est pour autant plus facile. On va enchaîner les obstacles, supporter les moustiques, patauger dans des sols détrempés, décharger et recharger le canoë une dizaine de fois, et pendant que chacun s'occupe de porter, on sait que notre fardeau reste commun. En tirant un chargement aussi lourd, mon père a parfois le sentiment d'alléger ma propre vie, mais il reste toujours exigeant de constater que j'ai compris ce que je dois faire et pourquoi je dois le faire ainsi. Il m'apprend aussi à critiquer les choses, même si je les apprécie. Ça me permet de mieux comprendre pourquoi il faut être exigeant avec soi-même. Durant ces portages, c'est l'apprentissage de soi-même et peu importe l'âge, il n'y en a pas pour apprendre ni pour grandir. La vie est un cadeau qu'il faut savoir ouvrir, apprécier et partager. Il m'enseigne que j'ai devant moi un chemin qu'il va falloir que je trace moi-même sans savoir encore où il me mènera. Les obstacles n'en seront pas, puisqu'ils ne m'empêcheront pas d'avancer. Ce sera simplement l'opportunité de me demander comment je dois faire pour les traverser. À mon âge, c'est le portage de l'enfance vers l'adolescence, et je réalise bien combien j'ai changé depuis notre premier voyage en canoë. Je n'avais que 8 ans et seulement le courage de suivre mon père. Désormais, je commence à avoir des idées qui nécessitent d'être courageuse. Tous ces portages et tous ces efforts nous permettent de savourer une satisfaction commune qui reste difficile à décrire, puisque pour comprendre un portage, il faut le pratiquer. On se sent vivant dans une nature que l'on aime et qui nous impressionne de ses capacités, tout comme de sa beauté. On laisse notre détermination nous faire avancer, sans que rien ne puisse nous donner le sentiment que l'on n'y arrivera pas. Si on l'a déjà fait dans un sens, on peut donc le faire dans l'autre. Le chemin se finit en pente, alors une fois de plus, on se laisse emporter par la course du canoë, qui semble avoir du mal à supporter d'être si loin de l'eau. On retrouvera notre anti-moustique local et on décide de rester là 3 jours parce que mon père a vraiment un problème. J'entends son bras grincer quand il fait certains gestes et il m'explique que cette chute sur les rochers aurait pu finir encore plus mal. C'est pas l'envie de rentrer qui nous manque, mais on patiente parce que l'on n'a pas d'autre choix. Être allé au bout du lac, c'est un peu comme si on était arrivé au sommet de notre montagne et maintenant en retour vers chez nous, nous sommes dans la descente et c'est souvent à ce moment que les accidents arrivent. La météo du Grand Nord nous malmène de son instabilité permanente, mais ça y est. À ce stade, notre carapace est faite. Un peu comme les poils des animaux qui s'épaississent en hiver et font le dos rond quand il s'agit d'attendre que la pluie passe. On embarquera pour une longue journée de plus de 40 km et le dernier portage dans la foulée. Il n'y a pas un bruit, pas un souffle de vent, pas une ride sur l'eau et les reflets sont identiques à la beauté de ce paysage. Pendant que le nuage s'écroule dans le lac et c'est beau. La lumière est si particulière ce jour-là, mais c'est surtout ce silence qui se fera éclater par le bruit d'une modernité implacable. Il nous aura fallu pagayer 35 km avant d'atteindre le portage et l'on savait que cette journée serait la plus longue et la plus dure de toutes. On a retrouvé notre chariot et bien que le niveau d'eau ait atteint son maximum, on a préféré prendre la voie la plus sage, même si c'est la plus lente. Les rapides nous semblaient tout de même produire un courant auquel on n'a pas souhaité se frotter. Puis la voie ferrée nous a offert de belles pentes dans lesquelles il suffisait de se suspendre pour que tout s'accélère. Ça devait nous donner l'impression de rentrer plus vite. Parce que ça y est, nous sommes revenus dans le lac qui nous mènera directement à Porius. Plus d'obstacles entre nous et l'arrivée. Le niveau est tellement monté que l'ancien bivouac que l'on pensait pratiquer a disparu sous l'eau. Mais l'on trouve toujours de quoi être heureux, il suffit de pagayer.
On patiente sur ce bivouac, le temps que mon père récupère, il a toujours mal au coude, et ça durera jusqu'à la fin. Mais comme le vent souffle et qu'il vient toujours du sud, on se résigne à attendre sans regret. À chaque pluie, on se satisfait d'avoir pris la décision d'attendre. Elles sont massives et denses, et ça n'empêche pas le soleil de briller entre chaque averse. C'est au soir du 2e jour à cet endroit que nous avons envisagé un départ pour le lendemain, en direction du dernier bivouac. La nostalgie de la fin commençait à prendre de l'avance, on savait parfaitement qu'il faudrait encore pagayer des heures dans une météo sans pitié. Alors pour ne pas nous donner le sentiment de fuir, on a quand même fait des détours et nous sommes allés au pied des rivières qui s'écoulent dans le lac en slalomant entre les averses. C'était aussi le début du bilan de ce voyage qui prenait place dans nos discussions. On n'hésitait pas à se dire que le Grand Nord nous avait malmenés de son instabilité, mais qu'il nous avait tout de même offert des paysages démentiels aux lumières inoubliables. Finalement, cette journée s'est déroulée comme les autres, mais l'arrivée sur ce dernier bivouac nous procure déjà le sentiment de ne plus être là. On devra tout de même rester 3 jours sur ce camp afin de récupérer et de se préparer à la dernière navigation. Sans ce coude abîmé, on aurait certainement envisagé une dernière discussion avec le vent, mais il est bon de savoir se taire et patienter. On estime avoir passé trop de jours bloqués sous la tente, et même le dernier renne que nous avons croisé sur notre île se demandait ce que l'on fichait encore là. Je danse de joie parce que l'on rentre et que ce voyage nous aura apporté des sentiments auxquels on ne s'attendait pas. Le Grand Nord a su nous faire entendre une part de sa vérité, et ces 8 semaines passées à vivre dehors auront renforcé le lien qui vit à l'intérieur de nous. On est satisfait d'avoir mené notre barque au bout du lac, et cette satisfaction suffit à nous rendre heureux. La nuit nous manque, et les étoiles ne brillent que par leur absence. Demain on charge toute une dernière fois, et l'on se lance pour la dernière navigation, peu importe la météo. La dernière navigation, c'est toujours émouvant, d'autant plus que le vent est totalement absent, comme pour mieux rendre hommage à la fin de notre périple. Nous sommes le 10 août et l'on sait que c'est fini, et que demain on sera déjà bien loin d'ici. Après 33 km de pagaie et arrivé à Porjus, on a tout embarqué dans la voiture, et 2 Suédois curieux qui sont venus discuter nous auront appris que 2 ans auparavant, ici à la même période, il neigeait. Nous qui pensions avoir eu des conditions difficiles. Ah, les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, ah, les voyages comme vous fûtes sages de nous donner ces images. Car les voyages, c'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait, que c'est beau les voyages. Et le monde nouveau qui s'ouvre à nos cerveaux nous fait voir autrement et nous chante comment la vie vaut bien le coup malgré tout. Les voyages qui mûrissent nos cœurs, qui nous ouvrent au bonheur, mais que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples et petits. Car les voyages